bonsoir à tous, bienvenue donc à cette journée mondiale du trouble bipolaire 2023. Je suis Julie, je représente l'association Argos 2001 et voilà, une fois de plus, nous nous réunissons ici pour vous proposer une soirée à thème. Et cette année, le thème, c'est le rétablissement et la place des proches dans le rétablissement autour des troubles bipolaires, mais en santé mentale plus généralement. Donc je remercie l'Espace Mendes France qui, une fois de plus, nous accueille de façon parfaite. À chaque fois, on est très bien accueillis, donc je vous remercie chaleureusement. Donc cette soirée va se découper en 3 parties. Là, je vais juste faire une présentation très succincte de l'association. Ensuite, je vais vous parler des définitions du rétablissement. Et ensuite, je laisserai la place donc, au docteur Christelle Paillard, ici présente, chef de pôle du pôle réhabilitation du centre hospitalier Henri Laborie, et à Alaric Bressaudier, interne sur le centre hospitalier Henri Laborie. Donc l'association Argos, bon, il y en a plusieurs d'entre vous qui connaissent déjà. Donc c'est une association nationale, le siège est à Paris, et il y a une antenne dans la Vienne depuis 2004. Donc c'est une association pour soutenir, partager, déstigmatiser les troubles bipolaires, porter la parole des personnes accompagnées et apporter de l'information. Donc les valeurs essentielles de l'association, non-jugement, valorisation du vécu, bienveillance, respect, toute expérience est riche et les personnes malades, les proches, ensemble. On essaie de ne pas cliver justement le soutien qu'on apporte, c'est les personnes et leurs proches. Donc, comme je vous disais, 20 ans d'activité dans le département. Donc, ce sont des groupes de parole à la fin de chaque mois qui sont réservés aux personnes concernées et leurs proches. Et des réunions d'information à thème en collaboration avec des professionnels. Et ces réunions sont ouvertes à toute personne. Donc, c'est 1 à 2 conférences par an avec des débats, de l'expertise. Et Argos siège aux instances de la santé mentale pour le développement d'actions de sensibilisation sur le territoire. Donc la place de l'association, je vous en parlais. Donc c'est aussi au niveau national un partenariat avec des fondations pour la recherche clinique et faciliter le diagnostic. On sait que le diagnostic des troubles bipolaires, malheureusement, prend encore trop de temps. Il y a une grande errance diagnostique à ce niveau-là. Donc c'est ce que je mettais. Ça peut prendre en moyenne 7 ans avant d'être diagnostiqué. Et c'est pouvoir avoir une place majeure pour l'évolution des pratiques de soins, parce que l'association est agréée en santé et donc travaille aussi avec l'Agence régionale de santé et la Haute Autorité de santé. Donc, pour nous trouver ou nous contacter, donc nous réunissons à la Maison des Associations, Place Moretta, donc c'est la place de la mairie de Vouneuil-sous-Biard. Donc à la Maison des Associations, vous pouvez pas, c'est juste en face de la mairie. Donc il y a le numéro de téléphone, vous pouvez nous écrire sur cette adresse mail. Et plus facilement, pour ceux qui utilisent les réseaux, on a un groupe Argos Vienne bipolaire sur Facebook. Ça peut être une première prise de contact par ici. Prochainement, je vous donne les prochaines dates. Donc, on a une réunion d'information sur la place de la neuropsychologie dans le parcours de soins. C'est une nouvelle réunion qu'on propose. Donc, c'est le mardi 4 avril à 18h30. Et le groupe de parole traditionnel, donc dernier vendredi de chaque mois. Donc là, ça tombera le vendredi 28 avril, toujours à 18h30. On reste toujours sur les mêmes horaires. Donc là, on va passer le diapo de l'association et je vais juste on va dire, lancer un petit peu cette réflexion sur le rétablissement avec quelques notions. Alors, je suis désolée, on a un petit souci de format, donc on va rester sur un format comme ça. Je ne peux pas le mettre en plein écran. Je ne sais même pas si ça va marcher avec la zaplette, si. Peut-être que si. Tu veux que j'essaye? Je ne sais pas comment ça marche. Il faut que je le fasse là? Non, ça ne marche pas. Non, ah si, ça y est. Si, c'est bon. Bon, le format est un peu... Mais c'est pas, y a pas, je pense que vous voyez quand même. De toute façon, voilà. Donc le rétablissement, c'est avant tout retrouver un bien-être. Et donc les vecteurs de bien-être qu'on retrouve et qui ont été un petit peu synthétisés par de nombreux groupes de pairs aidants, c'est-à-dire de personnes qui sont elles-mêmes concernées et qui accompagnent d'autres personnes, c'est l'espoir, le pouvoir d'agir, la non-linéarité. Donc ça, c'est bien le fait que le rétablissement, ce n'est pas un parcours linéaire et qu'il peut y avoir des rechutes. Ce qu'on appelle aussi la culture positive de l'échec. Alors ça prête à débat, ces formulations, mais l'hygiène de vie, l'estime de soi, ça c'est un gros pavé à travailler.
La responsabilité individuelle, alors je vais éclaircir ce terme, ce n'est pas la responsabilité d'avoir une maladie. Heureusement, on n'en est pas là. C'est la responsabilité de moi-même me saisir de l'aide qu'on m'apporte. C'est sur cette notion-là, en fait. L'autodétermination, du coup, ça va renforcer l'autodétermination. L'inclusion sociale et le nouveau terme qu'on utilise beaucoup, donc, qui commence à se démocratiser, le savoir expérientiel. Alors, pendant un temps, on appelait ça l'expertise d'usage. En gros, c'est le vécu de la personne qui souffre de troubles bipolaires et est riche d'informations et de connaissances par rapport à ce qu'elle peut mettre en place pour se rétablir. Voilà, dans le vécu, il va y avoir des expériences qui ont fonctionné, qui n'ont pas fonctionné, et du coup, ça va permettre d'orienter les stratégies à mettre en place. Donc, la mise en lien avec l'accompagnement des proches. Donc, nous, on a noté, par expérience, après, ça, voilà, on peut le contester, que la présence des proches soutenants et non jugeants pouvait améliorer surtout l'espoir, ça c'est indéniable, l'estime de soi, le développement de l'entraide mutuelle et l'inclusion sociale. Ils peuvent accompagner ça. Là où il reste encore des choses à perfectionner, je vais dire, où on voit que c'est une démarche plus personnelle et donc qui peut se faire s'affranchir un petit peu du rôle des proches, ça va être justement l'autodétermination, la responsabilité individuelle sur le fait d'investir les soins. Voilà, on peut essayer d'impulser des choses, mais la décision reste très intime et personnelle. Donc ne pas chercher à convaincre, plutôt comprendre les freins de la personne en fait. Là, le rôle, il va être essentiel d'aller comprendre les freins, mais surtout pas d'essayer de motiver la personne. Généralement, ça ne fonctionne pas très bien. Le pouvoir d'agir, ça c'est pareil, hein, c'est quelque chose qui est très individuel. Et on ne fait pas donc à la place ou pour, mais bien avec. Et à Argos, il y a une notion qu'on aime bien, c'est dire ne pas surveiller, mais veiller sur. Voilà, c'est pas tout à fait... Donc, les définitions et les étapes d'un process de rétablissement. Donc là, c'est très synthétique. Le docteur Paillard pourra développer un peu plus. Souvent, on parle d'acceptation. On dit que c'est la première étape. Donc, le mot accepter, il est devenu très courant quand on parle de maladie chronique. Je voulais préciser qu'ici, la question, ce n'est pas de se résigner. Parce que des fois, les gens pensent que acceptation, c'est aussi être résigné sur son sort. Mais c'est bien accueillir le diagnostic et agir. C'est un impulse, on va dire, une dynamique en fait, la pose du diagnostic et le fait d'accueillir ce qui se passe quand on nous pose un diagnostic. Ça, c'est la partie, je pense, la plus importante, on va dire, c'est bien distinguer ce que je suis de ce que je vis. Il y a une énorme confusion là-dedans quand malheureusement on est pris dans la souffrance et la douleur. Donc souvent... certains professionnels, voilà, ont parlé de redéfinition de soi et de remaniement identitaire. Alors là, on va être vraiment dans la théorie, mais ça peut être intéressant. Donc en fait, il faut savoir si à chaque fois que je fais quelque chose, en tant que personne concernée par les troubles, ça rentre dans l'ordre de la maladie ou pas. Et donc, je dois l'identifier et faire la différence, ce qui n'est pas toujours évident. Il existe une confusion entre l'expérience de la maladie et la maladie elle-même qui mène à se définir qu'au travers du prisme de la maladie. On est malade, on se définit en tant que personne malade en fait. Et c'est pas ça. Mais c'est un passage qui est assez fréquent et qui est peut-être nécessaire de passer par là pour en sortir et produire autre chose. Donc se définir aujourd'hui par des comportements passés. Donc là, je cite Marie Koenig, qui est doctorante en psychologie, qui dit « Se définir aujourd'hui par des comportements passés ne peut permettre de faire grandir l'estime de soi, nécessaire pour connaître ses valeurs, ses qualités et les particularités de sa personnalité. La reconstruction d'un rapport à soi prend appui sur la déconstruction d'un rapport au trouble. » Donc, il y a aussi, dans le process de rétablissement, identifier et respecter mes limites. Patricia Digan, qui est médecin psychiatre, qui a été elle-même diagnostiquée schizophrène, définit le rétablissement comme ça. Elle dit « C'est une attitude, une façon d'aborder la journée et les difficultés qu'on y rencontre. Cela signifie que je sais que je présente certaines limitations et qu'il y a des choses que je ne peux pas faire, mais plutôt que de laisser ces limitations être une occasion de désespoir, une raison de laisser tomber, j'ai appris qu'en sachant ce que je ne peux pas faire, je m'ouvre aussi aux possibilités liées à toutes les choses que je peux faire. »
Voilà. Donc voilà, Patricia Digan, il y a des vidéos sur YouTube, c'est une psychiatre américaine qui est comme ça. Et donc père aidante aussi pour le coup. Dans le rétablissement, on parle aussi beaucoup de la place des valeurs. Alors les valeurs, on peut le définir de plusieurs façons. Ici, ce n'est pas la valeur qu'on donne aux choses ou aux événements que je veux un petit peu introduire, c'est les principes de vie, soit moraux, soit voilà, ou simplement ce qui me donne envie de me lever le matin, dans quoi je m'inscris, vers où je veux aller. Et donc, un constat qu'on peut faire de manière générale, quiconque, alors je parle de tout le monde là, serait contraint dans le cadre du travail ou dans une relation ou autre d'agir dans un sens qui ne correspond en rien ou va à l'encontre de ses valeurs, se casserait la figure dangereusement. Je pense que pour l'instant, on est d'accord. Donc imaginez voilà, qu'une personne qui en plus a des difficultés, qui n'arrive pas à définir sa personnalité, voilà, donc on peut comprendre qu'une personne vulnérable, si elle s'appuie sur ses valeurs, qu'elle les identifie et qu'elle les nourrit au quotidien, eh ben, elle progressera plus solidement et pourra avancer malgré la maladie. Donc voilà, se rétablir, moi je le définis plus, voilà, je fais se rétablir, c'est circonscrire les troubles à leur juste place, apprivoiser un monstre, imposer à notre fonctionnement, pour qu'il se tienne un carreau à nos côtés, mais à jamais. C'est pas guérir. Voilà. Je vous remercie. Je vais laisser place. Merci beaucoup. Christelle Paillard, je suis effectivement psychiatre au centre hospitalier Henri Laborie. J'ai la responsabilité du pôle de psychiatrie adulte, réhabilitation, inclusion sociale. Voilà, j'évite les acronymes, hein, on en parlait à table tout à l'heure. Et puis j'ai en responsabilité la structure interne de réhabilitation psychosociale, donc, qui est un service composé de 5 unités où on œuvre justement à soutenir les usagers dans leur rétablissement, avec des soins qui s'appellent de réhabilitation psychosociale, qui sont à la fois des soins de réadaptation, comment je peux m'adapter nouvellement à cette situation de souffrir d'un trouble psychique et de pouvoir soutenir la réinsertion socio-professionnelle et tout ce qui va avec le rétablissement. Donc, l'idée, c'est que je vous présente les grandes lignes, les valeurs qui soutiennent justement ces soins de réhabilitation psychosociale, et puis qu'on réfléchisse à quelle place on peut donner aux proches dans ces soins-là pour que les proches œuvrent aussi, puisque les proches sont des acteurs du rétablissement des personnes. Alors, hop, ah ben non, comment je vais faire? Ah voilà. Quand on évoque les troubles psychiques, on peut se questionner en fait sur est-ce qu'on peut guérir d'un trouble psychique ou ce qui nous rassemble aujourd'hui, est-ce qu'on se rétablit d'un trouble psychique et qu'est-ce que ça veut dire ce rétablissement? La guérison, c'est un retour à l'état initial, c'est-à-dire que quand j'ai, il y a quelques années, souffert d'une grippe, j'ai été soignée pour ma grippe et quand je suis sortie de ma grippe, a priori, je suis retournée à l'état initial. Sauf peut-être quand même à me questionner sur avoir un nouveau rapport à la vaccination contre la grippe et ce qui m'avait largement motivée l'année d'après à me faire vacciner puisque j'avais été bien couchée par la grippe. Voilà, c'est un peu ce rapport-là à la maladie et de se dire est-ce que aujourd'hui, quand on souffre d'un trouble psychique, on peut aspirer à la guérison ou est-ce qu'on n'est pas plutôt dans un processus de rétablissement qui fait que même si je vais beaucoup mieux, peut-être même si je n'ai plus de symptômes, pour autant je ne reviens pas tout à fait à l'état initial puisque cette expérience de la maladie, elle m'a appris quelque chose sur moi, sur les autres, sur le sens de la vie, les valeurs, etc. J'ai trouvé une référence assez intéressante dans ce livre qui s'appelle « Santé mentale, guérison et rétablissement, regard croisé » qui disait « Mais est-ce qu'aujourd'hui, soigner, c'est vraiment guérir ?» Et voilà, c'était un parti pris sur le fait que soigner, ce ne serait plus guérir, mais ce serait parvenir à transformer une maladie autrefois fatale en maladie chronique, puisque les progrès médicaux nous amènent justement à permettre de maintenir en vie un certain nombre de patients, mais de leur apprendre à composer avec l'existence, avec la cohabitation, comme tu disais Julie, avec cette
maladie, sans pour autant renoncer au plaisir de vivre. Et je crois que c'est vraiment ça qui nous anime quand on accompagne les usagers de la psychiatrie qui souffrent de troubles psychiques, c'est de dire, OK, bon, on va réfléchir à ce qui vous arrive, à cette expérience, à cet accident de santé, à ce problème de santé qui voilà, soyons clairs, va vous pourrir un peu la vie par certains moments et par certains aspects, mais ne va pas vous réduire à ça. Et est-ce qu'on peut aller essayer de chercher les choses positives, les ressources, les forces, et de pouvoir transformer un peu ça. Hop. Donc, les maladies psychiques, ce sont effectivement pour beaucoup des troubles chroniques avec un parcours non linéaire. Les uns les autres savent que voilà, on vit des hauts, des bas, des épreuves, des échecs, des deuils, des renoncements. Moi, dans le cadre de mon activité à la Maison de la Réhabilitation Psychosociale, je rencontre principalement des jeunes adultes qui ils ont tous en commun le fait d'avoir eu un épisode psychotique qui annonce ou pas l'entrée dans une maladie psychique, dans un trouble bipolaire, dans un trouble schizophrénique ou autre. Et puis, voilà, c'était au moment où ils prenaient leur élan dans la vie, où ils allaient envisager de nouvelles relations amicales, sentimentales, de nouveaux projets d'études ou professionnels, et puis patatras. Tout s'arrête. Et voilà, il faut accepter parfois de renoncer aux rêves, aux projets d'études qu'on avait imaginés, ce qui est quand même pas une mince affaire. Il faut composer aussi avec tous les enjeux de stigmatisation, puisque dans notre société, encore aujourd'hui, malheureusement, les troubles psychiques sont mal vus, parce que mal connus. Et que quand on est soi-même usager de la psychiatrie, qui souffrons d'un trouble psychique, on est aussi pris par les idées reçues qui sont véhiculées dans notre société, et donc nous-mêmes, on se stigmatise, donc double peine. Ça engendre une perte de confiance, une perte d'espoir, une perte de confiance aussi dans ceux qui nous accompagnent, nos aidants proches, les professionnels. Et ça demande énormément d'adaptation, puisqu'il va falloir réappréhender de nouvelles expériences en faisant avec des nouvelles limitations, avec des expressions de symptômes qui vont venir un peu jouer les troubles faits. Moi, j'ai envie aussi d'essayer de soutenir les usagers dans le fait que vivre un trouble psychique, c'est aussi, si on essaye de garder une vision un peu optimiste, c'est l'occasion de faire de nouvelles expériences, de nouvelles rencontres, d'apprendre des choses sur soi. Et clairement, quand j'échange avec les usagers que j'accompagne sur qu'est-ce que cette expérience vous a appris de vous et de votre rapport aux autres, ils disent je suis quand même beaucoup plus tolérant qu'avant. Effectivement, je revois par le passé, j'avais eu une copine qui avait une dépression, mais j'y comprenais rien, puis je m'en souciais pas. Là, j'aurais aujourd'hui un autre regard vis-à-vis de ce qu'elle a pu vivre. Et je crois que c'est voilà, l'occasion d'apprendre des choses sur nous, sur les autres, d'envisager des perspectives de résilience, et puis d'avoir des rencontres éclairantes. Je pense que quand on se réunit un soir comme ça peut être aussi l'occasion de faire des nouvelles rencontres qu'on n'aurait absolument pas fait si on n'avait pas été confronté à cette expérience. Donc voilà, comment on peut envisager ce parcours vers le rétablissement comme une transformation de soi. Il faut savoir que les taux de rétablissement des troubles psychiques sont évalués relativement bas, 13,5 sur les troubles psychiques sévères. Alors après, avec un biais, puisque nous ne voyons dans nos structures de soins que les personnes qui n'ont pas forcément engagé de processus de rétablissement avec d'autres moyens. Et les soins psychiatriques ne sont pas forcément les seuls outils et agents du rétablissement. Donc ça, c'est important à considérer. Par contre, on sait que quand on rencontre les usagers qui ont besoin qu'on les soutienne dans leur rétablissement, les soins psychiatriques classiques ne fonctionnent pas pour se rétablir. Ils sont nécessaires, mais pas suffisants.
Ils sont nécessaires puisqu'ils vont aider à apaiser la souffrance, à réduire l'expression des symptômes et donc générer moins d'impact fonctionnel dans le quotidien. Mais dans la mesure où ils sont essentiellement centrés sur la réduction de symptômes et pas sur l'approche globale de la personne, ils n'œuvrent pas à pouvoir permettre une inclusion sociale, à pouvoir aussi interroger la qualité de vie de la personne. C'est pas parce que j'ai moins de symptômes que je vais forcément mieux. C'est pas parce que je suis sortie de mon épisode maniaque que je vais pouvoir, une fois trouvé la timide normalisée, retourner au travail et retrouver ma place et retrouver mes liens avec mes collègues sans que mon épisode maniaque ait pu poser de difficultés et me permettre de reprendre le cours de ma vie. Pareil, dans la cellule familiale, on sait que les épisodes psychiques, quels qu'ils soient, peuvent venir abîmer, déstabiliser l'environnement familial. Et j'ai beau ne plus avoir de symptômes, je peux sortir de l'hôpital ou de mes soins de consultation en allant mieux sur le plan symptomatique. Ça ne veut pas dire que je vais retrouver une qualité de vie satisfaisante et me permettant de me sentir de nouveau épanouie. C'est pour ça que les soins de réhabilitation psychosociale, qui ont une approche beaucoup plus globale, centrée sur la personne et pas seulement sur le symptôme, œuvrent à permettre aux personnes de mieux fonctionner et de s'épanouir et de retrouver une place aussi dans la société, quelque chose qui soit conforme à leurs attentes. Donc voilà, l'enjeu, l'absence de symptômes n'est pas un absolu à atteindre. Ça, c'est important parce que l'expression de certains symptômes ne vont pas gêner la personne à reprendre ses études, à se sentir d'une certaine manière mieux dans ses baskets, tandis que parfois, si on cherche à enlever absolument tous les symptômes, au contraire, on peut être plus contre-productif qu'autre chose vis-à-vis du rétablissement. Donc ça, c'est important. Donc, le cheminement vers, Julie le disait, l'acceptation du trouble, le fait de pouvoir remobiliser de l'espoir sur il y a un devenir possible, il y a des choses qui peuvent aller mieux. Ça ne va pas être simple, on le sait, on n'est pas là pour vendre du rêve, mais de pouvoir soutenir la personne dans le fait qu'elle reconnaisse à nouveau qu'elle a des compétences, qu'elle peut les remobiliser, et du coup de pouvoir se percevoir un peu différemment et pas seulement associé au trouble, tout en reprenant un pouvoir d'agir, c'est-à-dire l'empowerment. J'ai de nouveau un pouvoir de décider sur les choses et un pouvoir d'agir sur ma vie, malgré la maladie. Ça va œuvrer au rétablissement. Petit aparté, là ce soir avant de venir, j'ai eu une consultation avec un jeune qui vient juste de rentrer à la maison de la réhabilitation et qui, j'interrogeais un peu son rapport à son trouble, où il en est, est-ce qu'il est en colère, dans quelle mesure il l'accepte. Il m'a dit, bon, je crois que c'est bon, j'ai fini de m'agacer avec l'idée que je souffre de quelque chose, donc je l'accepte, mais j'ai pas envie de penser qu'à ça. Et je me suis dit, là, on est déjà sur des bonnes bases, c'est-à-dire qu'il a fait tout ce travail il est passé par les mouvements de colère, de résignation, vis-à-vis du fait de souffrir d'un trouble psychique, mais il n'a pas envie d'être réduit à ça. Donc on s'est accordé sur le fait que alors on allait peut-être passer quelques semaines là à essayer d'aller chercher ce qui fonctionnait, d'aller chercher ses valeurs, ses forces, ce en quoi il croit, d'essayer de rallumer cette petite flamme-là et puis d'avancer sur son rétablissement. Quel soutien pour envisager ce rétablissement et ce processus de reconstruction ? Tous les aidants, en fait, de façon générale, donc les aidants familiaux, bien évidemment, ils sont quand même souvent les plus proches et les plus impactés dans les troubles psychiques. Les amis, beaucoup de jeunes m'évoque le fait que c'est difficile d'aller parler de son trouble psychique, de son hospitalisation, de ses soins aux amis, qu'il y a des ruptures amicales et sentimentales. Donc comment est-ce qu'on retravaille sur la remise en route de ces liens ? Les pères aidants, bénévoles et professionnels, on sait la plus-value
de l'intervention des médiateurs en santé pair comme Julie dans nos services, parce que voilà, ils arrivent à la fois avec une casquette de professionnels, mais aussi d'usagers ayant expérimenté le parcours en psychiatrie et étant rétablis, et puis de façon large, tous les professionnels de tous les champs, le champ de la santé, les professionnels du champ médico-social, du champ social, vont œuvrer à ce processus. Si on devait un peu schématiser le rétablissement, auparavant, on s'intéressait dans nos soins psychiatriques seulement à la bulle grise, là, celle qui est en bas à gauche, sur le rétablissement clinique, la rémission symptomatique. Et c'est encore quelque chose d'important. Et effectivement, quand vous engagez des soins psychique, on va d'abord travailler sur l'expression de votre symptôme, la place que le symptôme prend et comment on peut réduire la souffrance générée par le symptôme. En réhabilitation psychosociale, on va s'intéresser aux deux autres bulles, la bleue et la orange. D'abord, le retentissement fonctionnel. Quand j'ai une expression de symptôme, dans certaines situations, ça génère du handicap. Je vais être limitée pour faire certaines choses, mais seulement dans certaines situations, pas dans toutes. Donc on évalue ensemble l'impact fonctionnel des symptômes et on travaille ensuite à comment je vais pouvoir affronter certaines situations, soit en développant des stratégies de compensation ou en allant plutôt chercher les ressources, les leviers, tout ce qui fonctionne pour, parfois on peut contourner des situations sans avoir besoin de s'y confronter et de s'y faire trop mal. Et puis le deuxième champ, ça va être le retentissement social, c'est tout ce qui va appartenir à pour que j'aille bien, il faut que j'ai un toit, quel qu'il soit, il faut que je puisse avoir un épanouissement dans un engagement social, bénévole, professionnel. Voilà, le travail n'est pas toujours la sphère qui permet d'aboutir à l'épanouissement. Hein. Donc, c'est aussi d'aller voir du côté du champ de l'insertion sociale. Et puis, c'est d'avoir un revenu aussi qui permette de répondre à mes besoins minimums. Et enfin, des relations sociales. Ces trois bulles-là, elles doivent être ensuite mises en perspective avec le sujet, avec la personne qui va engager son processus de rétablissement. Et ça, c'est un cheminement qui est tout à fait personnel et qui appartient à la personne de pouvoir y aller ou pas. Rapidement des éléments historiques parce que c'est toujours bien de se situer un peu dans l'histoire. Si on s'intéresse aux approches centrées rétablissement, on note un retard français, mais bon, ça c'est pas nouveau, c'est notre petite spécialité. Sauf à penser que voilà, quand on regarde l'histoire de la psychiatrie, et notamment les aliénistes avec Pinel, il y avait déjà, Pinel était accompagné de Jean-Baptiste Pussin, qui était lui-même malade, qui était hospitalisé pour des complications d'une tuberculose et qui assistait Pinel dans le soin prodigué aux patients. Et on pourrait se dire que c'était peut-être un peu l'ancêtre des pères aidants. Bon, les choses se sont quand même, par contre, vraiment structurées plutôt outre-Atlantique, avec le mouvement de la paire aidance dès 1848, donc un peu au même moment. Et puis après, à partir des années 70, les mouvements qui ressemblent aux mouvements anti-psychiatrie qu'on a pu connaître avec des mouvements de rébellion en psychiatrie, où il y a eu une revendication des droits citoyens des personnes, des patients, des dénonciations de maltraitance en psychiatrie qui ont conduit à créer des lieux de soins alternatifs qui s'appelaient des lieux de répit. Dans les années 80, on a professionnalisé les pères aidants, qui étaient des anciens usagers rétablis, tels qu'on peut le faire aujourd'hui avec voilà, plus de 30 ans de retard. Dans les années 90, aux Pays-Bas, alors vous avez peut-être déjà entendu parler des groupes entendeurs de voix. Donc c'est le mouvement de Marius Romme qui réunissait pour des groupes de parole des personnes entendeuses de voix, donc qui avaient ce que nous on appellerait des hallucinations, et qui soutenaient l'idée que d'entendre des voix, ça n'est pas forcément, et
on a pu peut-être pour certains l'expérimenter. Ça n'est pas forcément lié à un trouble psychique. C'est une expérience particulière et par le biais de ces groupes de parole permettait aux personnes entendeuses de voix de à la fois se sentir mieux acceptées dans leur expérience, et puis on pu aussi, après avec des travaux de recherche, faire des liens entre les traumatismes de l'enfance répétés et les ententes de voix. Dans les années 2000, plusieurs politiques recensent, structurent les pratiques orientées rétablissement, et notamment en Nouvelle-Zélande, en Australie, aux États-Unis, en Irlande, en Angleterre, ce qui n'est pas encore suffisamment notre cas. C'est pas structuré. En France, on a la première association des usagers en 92, Argos 2001 en 2001. Association d'usagers et de familles d'usagers. En 2005, la loi qui structure les groupes d'entraide mutuelle, où ce sont des structures sociales, des centres sociaux, où des personnes en situation de handicap psychique se réunissent et partagent des activités et forcément de l'entraide. Les groupes entendeurs de voix, je vous en parlais. Les clubhouse en 2011, qui sont aussi un peu des GEM, mais orientés réinsertion professionnelle, avec un partenariat, une entraide pour soutenir les personnes en situation de handicap psychique sur une insertion pro. Le dispositif Un chez soi d'abord, qui est aussi un dispositif de réhabilitation psychosociale pour les personnes sans domicile fixe. Et enfin, en 2012, la première promotion de médiateurs en santé pair sur l'île. Le rétablissement, on pourrait, je trouve cette définition assez parlante. C'est un processus, on l'a dit, personnel, singulier, de transformation de ses attitudes, de ses valeurs, de ses sentiments, de ses buts, de ses compétences et de ses rôles. C'est une façon de vivre une vie satisfaisante, et c'est vraiment ça qui doit nous guider. Quand on évalue les situations de nos usagers et qu'on réévalue au fur et à mesure de l'évolution du projet, on leur pose la question de leur qualité de vie. Où est-ce que vous en êtes? Et la qualité de vie de l'usager n'est pas forcément celle qu'on imaginerait qu'elle devrait être. Donc ça, c'est important. Un sentiment aussi d'utilité, ça revient beaucoup chez les jeunes qu'on accompagne, en dépit des limites causées par la maladie. Les enjeux, du coup, pour la personne quand on souffre de troubles psychiques, c'est d'être soutenu par qui que ce soit, mais d'avoir du soutien, d'avoir des réponses adaptées à sa situation de handicap et pas seulement traiter sa maladie. De ne pas s'intéresser seulement aux troubles, je vous le disais, mais vraiment d'être centré sur la personne et de faire cet effort de mise en lumière de ses ressources, de ses valeurs, des choses qui comptent pour elle, de ses loisirs, des choses qu'elle aurait envie de réinvestir ou qu'elle avait arrêtées et qu'on pourrait soutenir, de ses croyances aussi, et puis de prendre en compte son environnement, par qui elle est entourée actuellement et en quoi les personnes qui l'entourent peuvent être des vecteurs de rétablissement. C'est d'insuffler l'espoir. Quand on est face à des rechutes plus ou moins rapprochées, c'est pas toujours évident. En théorie, c'est joli, l'espoir. Nous, on a travaillé avec un graffeur pour faire un graphe sur la devanture de la maison de la réhabilitation, et les usagers ont choisi le mot espoir, justement. C'est trouver des soutiens aussi pour pouvoir insuffler l'espoir et que les choses tournent, diminuer la stigmatisation bien évidemment et favoriser le pouvoir de décider et d'agir. Les déterminants du rétablissement, je ne reviens pas en détail parce que Julie nous les a très bien évoqués tout à l'heure. Mais en tout cas, à partir de ces déterminants, nous, on a construit, c'est pas nous qui avons inventé ça, mais les soins de réhabilitation psychosociale se sont construits justement autour de ces principes-là. C'est qu'on se décentre de la maladie, et on s'intéresse globalement à la personne. On valorise ses compétences et ses forces, c'est-à-dire qu'en psychiatrie, on a l'habitude, justement, parce qu'on regarde le symptôme, on regarde ce qui ne va pas. On regarde ce qui vient limiter, ce qui vient empêcher, entraver. Et bien là, c'est d'adopter un regard nouveau et de compléter cette évaluation par tout ce qui va.
et d'aller chercher ce qui va. On a toutes sortes d'échelles, par exemple sur les ressources, il y a une échelle qui s'appelle l'ARS, c'est une échelle d'évaluation des ressources, et c'est assez fréquent quand on la propose aux jeunes, on leur présente en disant bon, on va évaluer ensemble vos ressources, et qu'on leur pose leur question, à votre avis, qu'est-ce que vous avez comme ressources à votre disposition qui pourraient contribuer à votre établissement? Et très souvent la réponse c'est j'en ai pas. Et puis on cherche, voilà, on a tout un listing, et en fait ils se surprennent eux-mêmes à la fin de l'évaluation de dire je n'avais pas imaginé que j'en avais autant. Voilà. Donc c'est aussi d'avoir ce regard positif, de favoriser l'autodétermination, c'est-à-dire de définir des objectifs qui sont les objectifs de la personne, et qu'en tant que soignant ou accompagnateur, on puisse soutenir ces objectifs. Ce qui parfois, alors dans la mesure où ils sont réalistes et réalisables, mais c'est les usagers qui vont expérimenter si c'est réaliste et réalisable. C'est pas nous qui pensons que cet objectif est atteignable pour la personne ou pas. D'intervenir précocement, ça c'est ce qui me tient à cœur, c'est pour ça que je travaille avec des jeunes adultes, de proposer un accompagnement individualisé, puisqu'on n'a pas tous besoin des mêmes choses, dans l'environnement de la personne, avec des professionnels formés et travaillant en réseau. Les valeurs, voilà, au risque de me répéter, vous l'aurez compris, c'est des soins centrés sur la personne. Donc on interroge les besoins et on essaye de mettre en œuvre des choses pour satisfaire ces besoins. De partager des savoirs entre la personne et les professionnels. Je lui le disais, en tant qu'usager de la psychiatrie, vous avez un savoir expérientiel. Vous savez ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Vous savez ce dont... Alors, des fois, c'est un peu flou au départ de savoir ce dont j'ai besoin, mais progressivement, à force d'expérience, on finit par affiner les choses. Nous, en tant que professionnels de santé, on a un savoir théorique, on a des connaissances, on a aussi les expériences des usagers qu'on a accompagnés par le passé. On met tout ça en commun et on travaille ensemble et on discute de tout ça ensemble. Et puis l'espoir, encore et toujours, malgré les rechutes, malgré les échecs. Comment se décline le parcours en réhabilitation? Il y a un temps essentiel, je vous le disais, si j'ai besoin de comprendre quels sont les besoins de la personne, ses envies et aussi ses difficultés, il faut que j'évalue. Donc on décline nos évaluations sur différentes thématiques. La santé physique et psychique, puisque voilà, c'est pas parce que je suis psychiatre que je ne regarde que ce qui ne va pas au niveau psychique. Je m'intéresse à la santé globale de mes patients. Le bilan neuropsychologique, puisque beaucoup de troubles psychiques ont des impacts neuropsychologiques et que c'est parce que j'ai des impacts neuropsychologiques que je vais être aussi empêchée dans pas mal d'activités comme reprendre mes études, m'engager dans un emploi et autres. Les besoins de vie au sens général. Où est-ce que j'en suis dans mon stade de rétablissement? Vous voyez le jeune que j'ai vu ce soir, il n'est pas au stade de résignation qu'on appelle le stade du moratoire, mais on est plutôt, voilà, on commence à être sur des stades de croissance, de remobilisation des choses. Le rapport aux soins et aux aides, c'est extrêmement important. On évoquait tout à l'heure Patricia Digan qui évoquait le fait que c'est important de se confronter aussi à ses limites et comprendre ses limites pour pouvoir aller explorer d'autres choses qui vont fonctionner. C'est tout un apprentissage que de réapprendre à savoir où sont nos limites avec un trouble psychique et à partir du moment où j'ai repéré mes limites, de savoir est-ce que je peux être aidée. Et donc moi j'explique aux jeunes que l'autonomie, souvent ils arrivent avec l'idée qu'il va falloir qu'ils fassent tout seul. Je leur dis, moi perso, il y a plein de trucs que je ne sais pas faire. Et là où je ne sais pas faire, je vais demander de l'aide. Donc ce qu'on va essayer d'apprendre ensemble, c'est de repérer ce qui me limite à cause de mon trouble et est-ce que je peux définir de quelle aide je peux avoir besoin et savoir trouver la bonne personne. Voilà, c'est ça l'accompagnement en réhab. Et puis de travailler sur l'évaluation des compétences en termes de reprise de travail et d'études. Avec toutes ces évaluations-là, on construit, on co-construit, je vais y arriver, un plan de rétablissement et on va, en fonction des objectifs, des besoins, décliner un certain nombre d'actions de soins. Donc de la psychoéducation, de la remédiation cognitive,
l'entraînement aux habiletés sociales, de l'éducation à la santé au sens large, et puis dans tout ça, la prise en charge familiale est extrêmement importante pour conduire au rétablissement. Et pour savoir si je suis rétablie, eh bien, il faut que je réévalue régulièrement ma situation pour savoir où j'en suis, pour aussi me dire que l'objectif que j'avais défini il y a 6 mois, il n'est peut-être pas plus du tout d'actualité et que j'ai envie de changer, de faire autre chose. La place des familles dans le rétablissement, elle est de plus en plus reconnue. On parle aujourd'hui du concept de rétablissement relationnel avec l'idée que ce rétablissement, il contribue ou il est influencé par la vie familiale, par les expériences familiales, ainsi que le bien-être et le fonctionnement des autres familles. Une espèce d'interrelation comme ça. Si, pour que je me rétablisse, je dois aussi me soucier, ou en tout cas les professionnels qui m'accompagnent doivent aussi se soucier de l'état de santé psychique, physique de ma famille et de savoir comment je peux soutenir ma famille. Il y a un lien étroit entre le rétablissement individuel et le bien-être de la famille, je vous le disais. On sait que pour les proches, un trouble mental est souvent source d'anxiété, de honte, de culpabilité, donc de retrait social. On invite moins, on est moins invité, on est moins en relation avec notre environnement antérieur. Et on a besoin, du coup, en tant qu'aidant, d'être aidé. On recommande aujourd'hui de plus en plus ce qu'on appelle des approches centrées sur la famille, qui visent l'inclusion des membres de la famille dans les soins et dans les services. Nous, on est convaincus de ça à la Maison de la Réhabilitation, que les familles ont des compétences, qu'elles peuvent grandement nous aider dans l'accompagnement du rétablissement des jeunes. D'abord parce que les jeunes qu'on rencontre qui souffrent de psychose débutante, souvent, en fait, ce sont des pathologies qui vont venir modifier le lien à l'autre, et que ces premières modifications du lien, elles s'observent dans la cellule familiale, que ce premier épisode vient ébranler la famille et les relations familiales, mais que c'est aussi dans cette cellule que le jeune va retrouver potentiellement son premier lien à autrui. Là où il a pu être en rupture totale et en retrait complet au niveau social et familial. Donc c'est indispensable pour nous de rencontrer les familles, parce que les familles sont source d'abord d'informations extrêmement importantes. On a besoin de réinscrire les personnes dans leur développement, dans leur histoire familiale au sens large, et puis aussi dans leur histoire personnelle, depuis la périnatalité jusqu'à ce qu'ils arrivent à 18, 20, 25 ans dans nos services. Et puis qu'ensuite on a besoin de réfléchir ensemble à quels sont les leviers du rétablissement pour la personne. Quand on interroge les ressentis des familles vis-à-vis des équipes de soins, alors globalement on trouve des familles qui sont plutôt satisfaites de l'attitude des infirmières ou des médecins, mais il y a souvent des insatisfactions vis-à-vis des informations fournies par rapport à la maladie. On retrouve aussi que les informations qui sont attendues par les familles, c'est l'information sur le diagnostic et sur le traitement médicamenteux. Et nous, de façon plus empirique, quand on interroge les familles à la Maison de la Réhab, on se rend compte que peu de familles ont été rencontrées alors qu'on intervient quand même chez des tout jeunes adultes. Et les familles nous expliquent, ce qu'on nous a opposé, c'est que maintenant, le jeune est adulte. Sauf que le jeune est adulte, mais il est en lien avec une famille, et que moi, ça ne me suffit pas qu'on puisse dire que l'accès à la majorité ne permettrait pas de rencontrer les familles. Peu ont connaissance du diagnostic et des perspectives d'évolution et de traitement. Peu ont été informés sur l'existence de programmes de soutien aussi auprès des familles, Profamille ou des associations, l'UNAFAM, Argos, etc. Peu ont été sensibilisés au modèle du rétablissement, et les fratries n'ont quasiment jamais été rencontrées, là où je pense que ce sont des acteurs importants dans l'accompagnement. Donc on a pensé, nous, quelle place on pouvait donner aux familles à la Maison de la Réhabilitation pour soutenir l'usager dans son rétablissement, l'aider à prévenir ses rechutes, reprendre du lien social et l'aider aussi à engager un processus de séparation, puisque en tant que jeune adulte,
normalement, j'aime pas le mot normalement, mais entre guillemets, on engage justement un processus d'individuation par rapport à nos parents. On quitte le nid familial pour aller vers d'autres aventures, plus ou moins heureuses. Quand on souffre de troubles psychiques, on est empêché dans ce départ. Et on peut être d'autant plus empêché parce que naturellement, les familles, face à la maladie, vont avoir des attitudes d'hyperprotection normales, bienveillantes, mais ne vont pas permettre de pouvoir engager ce processus. D'où l'importance qu'on puisse réfléchir ensemble à comment on accompagne tout ça. Et puis pour les familles, c'est leur permettre de comprendre déjà ce qui se passe, cette émergence psychotique, c'est quoi, de les aider à se déculpabiliser. Non, vous n'avez pas mal fait. Voilà, il y a d'autres explications neurobiologiques et autres qui peuvent soutenir la compréhension de l'émergence psychotique, de comprendre les soins, d'aider à gérer l'implication émotionnelle, ces attitudes d'hyperprotection ou autres, d'identifier éventuellement les troubles de communication qu'il pourrait y avoir au sein de la cellule familiale et de travailler sur le système familial, et puis d'identifier des attentes divergentes, puisque si les professionnels soutiennent un projet de l'usager conformément à ses attentes, mais que la famille a d'autres attentes, ça peut être un peu bancal. Donc nous, on a une approche biologique, psychologique et sociale au sein de la maison de la réhabilitation, et on a pensé différents dispositifs pour les familles, des dispositifs individuels et groupaux. Sur les dispositifs individuels, on a deux types de rencontres. Les consultations médicales classiques, c'est une proposition qui est faite à tous les usagers, de dire on aimerait pouvoir rencontrer vos parents, ou si vos parents ne sont pas là, mais que votre personne de confiance est votre frère aîné ou votre petite sœur. Est-ce que vous pensez que ce serait intéressant qu'on puisse se rencontrer pour partager un peu sur ce qui vous arrive et ce qui vous attend aussi, comment on va vous accompagner ici? La plupart disent oui. On a eu un refus dans l'histoire de la maison de la réhab, et on avait fini par dire aux jeunes, bon, moi je comprends, il ne voulait pas que ce soit moi qui rencontre sa mère. On a dit ok, je respecte. Par contre, moi j'ai quand même besoin d'avoir certaines informations, et est-ce que vous accepteriez qu'elle soit rencontrée par un autre professionnel? Il avait dit oui. Et puis les entretiens familiaux qui sont là, juste les consultations familiales, on aborde en fait vraiment c'est une consultation assez classique, hein. On parle du diagnostic, on cherche les facteurs de vulnérabilité, on essaye de reprendre l'inscription dans l'histoire, dans la trajectoire familiale, on essaye d'interroger les représentations familiales aussi vis-à-vis du trouble et vis-à-vis de la psychiatrie, du soin psychique. On n'en est pas tous au même point. On travaille à insuffler l'espoir aussi aux familles, pas que aux usagers, et vraiment de créer l'alliance avec la famille. On a un deuxième dispositif individuel, donc pour un usager, qui sont les entretiens familiaux, où, alors on n'est pas systémicienne, hein, on n'a pas cette formation-là, mais on essaye d'avoir cette approche-là. Alors la systémie, c'est effectivement une approche qui permet de donner sens à la situation de la personne malade, mais en la prenant en compte dans son système. Et de se dire que peut-être que c'est dans la place qu'elle a dans le système familial, mais ça pourrait être la place qu'elle a dans le système familial, qui peut expliquer un certain nombre de choses vis-à-vis de ces troubles. Donc on évalue en fait justement comment le système familial s'est organisé, comment il fonctionne, est-ce que tout le monde est bien à sa place, ou est-ce que la grande sœur a été parentalisée parce que le père ou la mère à un moment donné a été tellement déprimé qu'il n'a pas été en mesure de pouvoir prendre cette place. On essaye de voir, est-ce que dans l'histoire transgénérationnelle, est-ce qu'il y a des héritages, est-ce qu'il y a des choses plus ou moins formulées, plus ou moins dites, qui ont pu se transmettre, et d'essayer de redonner du sens en fait à l'histoire familiale, et de voir aussi les interactions qu'il peut y avoir entre le système familial et les professionnels. Qu'est-ce qui se joue dans des enjeux, là aussi, de place, de lutte, de dette, etc. Et de redonner du sens à tout ça, et de permettre à l'usager de comprendre un peu son trouble psychique en lien avec son histoire et sa place familiale.
On utilise des outils, voilà, le génogramme, le blason familial, entre autres, qui sont des supports à l'échange, à la médiation et à la compréhension du système familial. Et la dernière approche qu'on a pour les familles à la maison de la réhabilitation, c'est une approche groupale, de se dire que les parents qui vivent cette expérience singulière d'avoir un enfant qui souffre d'un trouble psychique débutant ont peut-être besoin de s'entraider, aussi de partager leur vécu expérientiel avec des parents qui sont un peu plus avancés dans le processus, d'autres un peu moins, et un peu un échange un peu de trucs et astuces sur comment est-ce qu'on peut vivre cette situation particulière. Donc c'est un groupe qui a lieu une fois par mois, excusez-moi, environ 6 par an, beaucoup de mamans, un petit peu plus de papas ces derniers temps. Je me dis que les choses changent et ça c'est chouette. Avec une co-animation qui est faite par l'aide médico-psychologique et la psychologue. Et c'est vraiment un soutien à la parentalité, en fait, un soutien au partage des difficultés et des solutions par rapport à ces enjeux de parentalité quand on a un enfant jeune adulte qui démarre une maladie. C'est une parole libre, sans jugement, avec, là c'est comme dans beaucoup de groupes, c'est les règles de confidentialité. La parole doit pouvoir circuler en confiance, avec l'idée qu'on ne reparle pas de ce qui s'est dit dans le groupe, en dehors du groupe. C'est un groupe semi-ouvert qui s'engage en fait pour 6 mois. Et au bout de 6 mois, on propose aux parents de renouveler l'expérience pour 6 mois et d'intégrer d'autres parents. Ce qui amène à avoir une richesse en fait de parcours, puisque on a des parents d'usagers qui sont en fin de cursus de la maison de la réhab et puis des plus jeunes. En conclusion, c'est de vous dire que d'accompagner les personnes qui souffrent de troubles psychiques dans un processus de rétablissement ne peut s'envisager, je le pense, sans la rencontre familiale. Que l'évaluation médicale, elle est complétée de l'éclairage systémique, du fonctionnement de la famille, pour pouvoir vraiment affiner la compréhension de l'environnement de la personne qui l'entoure et comment on l'entoure. De notre point de vue, les approches vraiment centrées seulement sur l'usager, mais aussi les approches groupales avec ce groupe d'entraide multifamiliale nous apparaissent tout à fait complémentaires. Et le fait qu'on puisse aussi avoir une répartition, d'être différents professionnels à intervenir auprès des parents, ne pas avoir que le médecin qui rencontre la famille, mais aussi la psychologue, mais aussi l'AMP. Après, je ne vous ai pas évoqué, mais chaque usager a un référent parcours, un coordonnateur de parcours, qui sont aussi en lien plus privilégié avec les familles. Ça améliore l'adhésion des soins et on le constate régulièrement. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Dr Paillard. Donc, c'était riche, plein d'informations. Du coup, moi, j'ai tendance à dire que la réhab, évidemment, c'est du soin sur mesure, mais particulièrement à la maison de la réhabilitation, donc vous avez compris, sur un accompagnement sur des 18-30 ans à peu près, c'est ça, 35, pardon. C'est encore du soin haute couture, je dirais. C'est même plus du sur-mesure, c'est du haute couture, vraiment. Donc, ça n'existait pas. En plus, c'est nouveau comme dispositif quand même. Je veux dire, on existe depuis fin 2014, mais on avait seulement 6 places. Et puis ensuite, la structure s'est agrandie à 18 places depuis septembre 2018. Donc, relativement récent, mais on commence à être un peu implanté, un peu repéré aussi en dehors du département. C'est là où on voit que là, dernièrement, j'ai eu une demande d'une famille un peu désespérée de Paris et je me dis, mince quand même, il y a forcément des dispositifs qui doivent pouvoir répondre aux difficultés de ces jeunes à proximité, parce que l'enjeu quand même de la réhabilitation, vous avez vu, il y a toute la part d'inclusion sociale, et donc ce travail-là, il doit se faire au plus proche de l'environnement de la personne, de là où elle a envie de vivre, parce que s'il faut retransposer ailleurs, on n'aura pas la même efficacité. Donc, du coup, l'idée, c'était qu'au niveau je sais qu'Argos National, au niveau des journées mondiales, proposait des témoignages de personnes
rétablis, qui étaient passés par l'association. On s'est organisé un peu rapidement. Donc, je vais vous proposer, donc, du coup, mon témoignage, qui ne sert pas de modèle, hein, mais du coup, qui va contrebalancer un peu ce qui a été apporté par Christelle. Donc voilà, j'en ai pas pour longtemps, je vous rassure. Donc je vais vous raconter un petit peu l'histoire de mes troubles, de comment je me suis rétablie, et vous allez voir que ça va un petit peu équilibrer. Voilà. Donc moi je suis bénévole à Argos depuis 7 ans, mais j'ai connu l'association donc quasiment dès l'ouverture de l'antenne. Hein. J'ai commencé à venir dans les groupes en 2005, je crois. Voilà. Donc mon premier diagnostic, excusez-moi, je l'ai eu en 2001. Mais du coup, l'histoire des troubles était bien antérieure à 2001. Et donc, du coup, au départ, on m'a plus identifiée comme quelqu'un qui souffrait d'un trouble de la personnalité borderline. Parce que j'avais eu des événements traumatiques dans le passé et que j'étais tombée dans une dynamique d'autodestruction. Et donc, j'avais des symptômes plus qui étaient associés à ce trouble de la personnalité. Mais quand on revient en arrière, effectivement, je suis tombée en dépression sévère à l'âge de 11 ans, donc suite à des événements traumatiques. Donc j'ai fait plusieurs tentatives de suicide à l'adolescence. Et arrivé à la fin du lycée, je décide de pousser, et sans orientation d'un adulte, la porte d'un psychologue. Voilà, que j'avais repéré, qui venait faire des permanences dans mon lycée. Et je vais le voir comme ça, parce que je me dis non mais là c'est plus possible, il faut que je... Voilà. Et du coup il m'oriente sur un psychiatre. Donc je suis passée par un secteur à cheval sur pédopsychiatrie et adulte à Poitiers, et j'ai été orientée donc CMP, psychiatre et choses comme ça, puis après en plus en libéral. Et donc du coup, une fois pris en charge par un psychiatre, j'ai eu un traitement, et là on m'a diagnostiqué bipolaire, donc bipolaire de type 2. Donc Christelle parlait de processus d'individuation. Du coup, moi je pourrais dire que j'ai eu un processus d'individuation du coup précoce, parce que je vais parler du rôle des aidants après. Donc j'ai été régulièrement suivie, très régulièrement, je prenais mon traitement, mais très vite j'ai compris que l'alliance thérapeutique avec les professionnels c'était super fragile, parce que trouver un thérapeute qui nous aide, qui nous convienne, c'est un parcours quand même. C'est rarement le premier, en tout cas, je pense que vous avez fait l'expérience. Et du coup, moi mes ruptures de soins, elles ont toujours été ponctuées par des problèmes relationnels aux soignants. C'est-à-dire que comme j'étais hypersensible, il y a des moments où j'étais très sensitive, et il suffisait qu'un mot soit prononcé de la part du psychiatre que je ne tolérais pas, j'étais très mal en ressortant, et donc je ne retournais plus le voir. Donc les ruptures de soins, elles sont là aussi. Hein. Ce n'est pas que le problème d'accessibilité. Alors malheureusement, sur le territoire, il y a un problème d'accessibilité, puisqu'il y a moins en moins de professionnels en libéral, et que le public est surchargé. Et du coup, il n'y a pas que ça aussi qui pose problème, il y a aussi le fait que ça, parfois, avec le trouble bipolaire, avec la sensibilité, et suivant comment on est un peu avec le psychiatre, des fois, un tout petit truc va faire que ça ne marche plus, quoi. Voilà. Donc du coup, tout ça a duré un peu jusqu'en 2006. Donc j'ai eu des ruptures de soins. Il y a des périodes où j'étais moins soignée. Il y a des périodes où j'arrêtais un peu mon traitement, je reprenais. Et en 2006, je commence à me stabiliser avec un traitement, donc cette fois plus adapté. Et jusqu'ici, j'avais évité l'hospitalisation. C'est-à-dire que depuis les années 90 jusqu'à 2006, j'avais jamais été hospitalisée en intra, je parle. Vous voyez. Et donc là, j'étais stabilisée. Et entre mes 25 et mes 30 ans, j'ai eu 2 nouveaux événements traumatiques. Et du coup, là, forcément, ça ne s'est pas passé. Voilà. Et peut-être parce que j'avais aussi plus d'alliance et je comprenais que là, du coup, l'hospitalisation pouvait être utile. Donc, du coup, je me suis plus dirigée vers ça, alors qu'avant, je ne connaissais pas ce qu'était l'hospitalisation. J'avais que le rapport à l'ambulatoire. Donc là, du coup, j'ai été hospitalisée une première fois. Je suis sortie, j'ai eu un autre problème. Je suis retournée à l'hôpital. Et en fait, en sortant de cette deuxième hospitalisation, j'ai fait une grosse pause, quoi. J'ai arrêté de travailler pendant 5 ans. Voilà. Et en fait, je vivais avec l'AH, l'allocation adulte handicapé. Mais en fait, cette période, moi, elle m'a appris, ça fait partie du rétablissement, parce qu'en fait, j'avais le sentiment que, et ça je l'ai compris bien après, que j'étais coupable dans cette société. Je n'étais pas active. Je pouvais traîner toute la journée, je faisais pas ma vaisselle, j'étais pas... Voilà, et je sentais que j'étais un truc, mais qui sert à rien, quoi. Et pas que, même si j'étais pas forcément en phase dépressive, il y avait un truc comme ça pendant 5 ans, parce que je suis pas restée 5 ans en phase dépressive, mais... Et en fait, le seul truc, c'était de me dire, à partir du moment où j'ai compris que j'avais le droit
que j'avais pas à culpabiliser et que, ok, je restais dans mon lit et c'était ok, j'ai le droit, voilà, c'est quelque chose qui m'appartient. Et en fait, on peut pas le juger, on peut pas voilà. Et ben là, du coup, ça allait un petit peu mieux. En fait, des fois, le poids de la culpabilité, c'est le premier frein au rétablissement. Et donc, du coup, voilà, j'ai avancé, voilà. Et donc, j'ai pris un rythme à aller à l'hôpital de jour. Donc, moi, j'ai été suivie 6 ans en hôpital de jour à raison d'1 fois par semaine pour faire des thérapies cognitives et comportementales. Voilà, qui m'ont bien aidée, donc avec un investissement. Là, on parlait d'autodétermination et de responsabilité individuelle. La thérapie cognitive et comportementale, quand on la commence, c'est un investissement. On fait des exercices. Toutes les semaines, on remplit des tableaux, on remplit des grilles, on s'expose à des situations. Voilà. Donc mais du coup, ça met en action. Et on est acteur de ses soins, pour le coup. Là, c'est clair. Et du coup, j'ai fait 5 ans, enfin presque 6 ans d'hôpital de jour. Ça m'a bien consolidée. Puis que dire, voilà, je me suis mariée, j'ai acheté ma maison, je suis devenue maman. Voilà. Et du coup, j'ai commencé à faire du bénévolat, donc à m'investir plus dans Argos, à prendre un peu les rênes de tout ça. Là, j'ai repris confiance et du coup, ça m'a permis ensuite de reprendre mes études à la fac, à 38 ans, et de devenir ensuite professionnelle à l'hôpital. Et le bénévolat, enfin moi c'est ce que j'accentue vachement avec les gens sur ça, c'est qu'en fait, certes le bénévolat au départ on se dit ouais mais je vais pas bosser pour rien en fait. Mais en fait on bosse pas pour rien. En fait le bénévolat c'est vraiment un tremplin vers la reprise de l'emploi. Et ça c'est, enfin moi je trouve que pour le rétablissement le bénévolat c'est quand même important. Et donc pour en revenir au sujet qui est quand même la place des aidants. Donc, en fait, ce que je voulais dire, c'est que... Alors, excusez-moi, je fais une digression. Avant la place des aidants, je voulais dire que j'ai toujours des symptômes. On en parlait tout à l'heure. Que c'est pas forcément l'arrêt des symptômes. On ne vise pas qu'il n'y ait plus de symptômes du tout pour se rétablir. J'ai des symptômes. Je prends des médicaments tous les jours, 3 fois par jour. Et ça sera tout le temps. Je sais que je peux rechuter quand même. Voilà. Et ce que je dis souvent, c'est que j'ai travaillé à poser des matelas. C'est-à-dire que, ok, je peux rechuter, mais j'ai mis des matelas. C'est-à-dire que je sais que ça me demandera moins d'efforts pour me redresser, parce que j'ai mis des choses en place. Et surtout, j'ai posé des jalons. Vous voyez ? Les jalons, c'est aussi des tuteurs de résilience un peu. C'est voilà. Donc, ça ne veut pas dire que c'est les petits oiseaux. C'est-à-dire que parfois, ça me demande une énergie monstre, voilà, justement d'avancer sur ces petits jalons. Et parfois, au contraire, c'est plus léger. Et là, il peut y avoir une gratitude envers la vie, envers les efforts qu'on a fournis, envers les amis, envers les proches, envers aussi, voilà. Repasser par redorer son estime de soi, c'est aussi se rendre compte qu'on a fait des choses qui étaient bien. Alors, souvent, les gens, ils m'opposent, oui, mais c'est de l'orgueil, c'est de l'ego. Non, l'estime de soi, c'est les fondations de la maison. S'il n'y a pas d'estime de soi, il peut pas y avoir on ne peut pas se réaliser dans la vie, en fait. Et donc, souvent, je dis, c'est pas une dynamique normative aussi, le rétablissement. Parce qu'on peut... Au début, c'était un peu pensé quand même, rétablissement fonctionnel, c'était un peu normatif quand même. Mais c'est bien un truc singulier qui vise pas forcément à se fondre dans une société qui peut être maltraitante et tout ça. Ça peut être des choses très originales. Voilà, il faut laisser la place à tout ça. Et donc, au niveau des aidants, vous l'avez entendu, j'en parle pas beaucoup dans mon témoignage. J'ai pas pu m'appuyer sur ma famille. Et au contraire, dans mon cas, il a fallu que je m'affranchisse vraiment de ça et que je prenne de la distance pour avancer positivement. Ça ne veut pas dire que j'ai rompu les liens complètement. C'est fluctuant. Je romps pas les liens, mais par contre, je prends de la distance. Du coup, avec du recul, j'ai constaté que c'était surtout mes lectures, la littérature de la psychologie, tout ce qui est les petits outils de développement personnel, l'activité physique, enfin le yoga, la spiritualité m'a beaucoup aidée. Et les rencontres, les amitiés, ça m'a beaucoup aidée. Et donc, je ne veux pas dire que du coup la famille n'a pas un rôle à jouer. Dans mon cas, ce n'est pas le cas, mais c'est un vécu, c'est qu'un exemple. Seulement, je pense que c'est important de le dire parce qu'il y a quand même de nombreuses personnes qui sont isolées et qui n'ont pas de famille et qui n'ont pas d'aidants proches. Et donc, ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas se rétablir. Voilà. Il y a d'autres leviers aussi. Voilà.
Et donc, du coup, c'est pour ça que je voulais équilibrer un petit peu le truc. Et au début, j'étais gênée, parce que je me dis, oui, mais c'est la place des proches dans le rétablissement, mais qu'est-ce que je vais dire? Moi, pas, non, mais je pense voilà. que tu as raison. Je crois que on a eu plusieurs situations aussi où la rencontre avec la famille a permis de soutenir le jeune dans le fait que peut-être il vaut mieux prendre un peu de distance. Peut-être ça ne sert à rien d'aller se reconfronter à ces relations qui sont trop malmenantes pour l'instant, parce qu'on peut aussi se donner la perspective que des choses évoluent d'un côté comme de l'autre. Donc voilà, je crois... Et effectivement, la plupart des situations, on a rencontré la famille parce qu'en plus, ce sont des jeunes qui avaient un lien, déjà très présent avec la famille. D'autres étaient en rupture avec la famille, mais avaient le souci de se remettre en lien. Et puis d'autres, j'ai une situation très récente d'un jeune qui a fini par prendre la décision de partir, même de Poitiers, d'aller s'installer, de retourner plutôt chez son père, qui était tenu à distance pendant toute son enfance, et de se dire, pour l'instant, en fait, il vaut mieux que je laisse ma mère un peu plus de côté, et OK. Oui, de toute façon, il y a tellement d'histoires différentes, tellement de systèmes, comme on disait, différents. Et tu le disais, la place des aidants est plus considérée. Et moi, je me suis un peu réconciliée avec cette place des aidants parce que j'avais une approche vraiment... non, vous avancez seul, quoi. Enfin, c'était vraiment l'idée de se dire, OK, vous avez de l'aide, mais ça se fait à l'intérieur de vous, quoi. Enfin, j'étais vraiment là-dessus. Et en fait, je me suis rendu compte, là où je travaille, on a un programme qui s'appelle Pro-Famille. Donc, c'est un programme de psychoéducation pour les familles. Ça peut être les frères et sœurs aussi, quand ils sont du coup majeurs. Voilà. Et du coup, j'ai observé ce groupe, j'ai assisté à ce groupe. Et du coup, ils travaillent avec des familles expertes. Et donc, du coup, ce sont des mamans qui ont fait le programme, qui vont animer les séances avec les proches. Voilà. Et du coup, ça m'a un peu réconciliée avec la place des aidants, j'avoue. Parce que c'est des histoires toutes touchantes avec des gens qui se démènent pour accompagner les personnes, qui cherchent leur place. On ne leur donne pas toujours leur place. Et franchement, il y a des belles histoires, quoi. Donc voilà, c'était pour dire que même si on n'a pas de parents, enfin, c'est pas que j'ai pas de parents, c'est juste que voilà, même si on n'a pas de proches, de famille dans le coin, si on est isolé géographiquement, voilà, on peut quand même se rétablir et avancer, avancer solidement, on va dire. Merci. Donc je vais laisser. Merci. Donc du coup, Alaric, je te laisse la parole. Et donc, on a spécialement cette année, on a demandé à un interne de nous rejoindre. On ne l'avait pas encore fait. Parce qu'on trouvait ça super intéressant d'avoir un jeune futur praticien hospitalier avec nous pour nous parler un petit peu de la formation et de comment les jeunes médecins concevaient le rétablissement. Donc à toi, Alaric. Merci Julie. Donc je me présente, moi c'est Alaric Broussaudier, donc je suis interne de psychiatrie. Je vais vous présenter dans 5 minutes ce que c'est parce que c'est un terme qui ne parle pas forcément à tout le monde. Et donc l'idée là de ma présentation, ça va être de vous présenter globalement quel point de vue, quels outils on peut adopter en tant qu'interne, en tant que praticien en formation, pour adopter une approche orientée rétablissement auprès de nos patients. Donc globalement, un interne en médecine, c'est quoi? Là, je vous ai mis une petite frise qui montre les études de médecine. Sans tout vous détailler, un interne en médecine, c'est plutôt le côté à la fin. Après la 6e année, donc à partir de la 7e année, on devient interne. Concrètement, c'est quoi? C'est un médecin. À partir de la 7e année, on est médecin, on n'est pas encore docteur. Et on travaille à 100% à l'hôpital. On est spécialisé, c'est-à-dire qu'à partir de la 7e année, on choisit une discipline dans laquelle on va travailler par la suite. Juste pour vous donner des informations, parce que ça va jouer sur notre pratique clinique. Notre pratique, en fait, elle se coupe tous les 6 mois. On fonctionne en semestre. Et donc, en fait, on change de poste tous les 6 mois. C'est hyper important parce que 6 mois, dans un parcours de rétablissement des patients, c'est extrêmement court. Donc je vais y revenir dessus, mais ça permet rarement en fait, d'observer ou d'accompagner un parcours du rétablissement sur une durée suffisante en fait, pour observer de vrais changements, même si parfois on arrive au moment un peu propice. Je vais commencer un tout petit peu par vous parler de notre formation initiale de la psychiatrie. Pourquoi? Parce que avant de parler du rétablissement, en fait, il faut d'abord pouvoir diagnostiquer les troubles. Mais c'est une approche un peu réductrice. Globalement, là, je vous ai mis sur la gauche
les critères diagnostiques du DSM. Le DSM, c'est le manuel statistique et diagnostique des troubles mentaux, qui est édité par l'Association américaine de psychiatrie. Ça a fait office de référence, même si dans la clinique, on essaie un petit peu de s'en détacher. Pourquoi ? Parce que, comme je vous disais, c'est réducteur. Le critère que je vous mets pour le trouble bipolaire de type 1, au moins un épisode maniaque, c'est ça, le diagnostic d'un trouble bipolaire de type 1 selon le DSM. Concrètement, on sait que c'est bien plus large que ça, un trouble bipolaire de type 1, et que ce critère-là, qui est le critère diagnostique, ça résume en rien, ce que c'est une personne atteinte de trouble bipolaire de type 1. Pour un trouble bipolaire de type 2, c'est un tout petit peu plus parlant, il faut au moins un épisode hypomaniaque, donc ce qui est un peu moins intense en termes d'exaltation de l'humeur qu'un épisode maniaque, et un épisode dépressif caractérisé. Ces approches, elles sont réductrices, mais elles ont quand même des utilités. La première chose, ça va être de poser le diagnostic. Parce que sans diagnostic posé, globalement, on ne va pas pouvoir agir. La deuxième chose, ça va être de pouvoir introduire un traitement médicamenteux. L'idée étant de pouvoir stabiliser un petit peu les symptômes liés aux troubles de l'humeur. Évidemment, on sait qu'on n'arrivera jamais à supprimer tous les symptômes, mais s'ils sont trop invalidants, on ne peut pas travailler vers le rétablissement. Donc, le traitement médicamenteux, il va être différent en fonction des phases de la maladie. Lors d'un épisode aigu, on va essayer de faire céder l'épisode aigu. À distance de l'épisode aigu, on va essayer de maintenir la rémission. Là, ce que je vous mets, ça vient d'un bouquin. Donc clairement, on parle de prévention de la rechute, de rémission fonctionnelle, des termes qu'on a juste évoqués avant qui, au final, ça ne veut pas dire grand-chose quand on ne prend pas la personne dans sa globalité. On a donc une vision qui est centrée sur le diagnostic et la maladie en fait, dans notre formation. On fait un diagnostic, on nomme une maladie, on met un traitement, et ça s'arrête un petit peu là, en tout cas sur le côté livresque. C'est indispensable. Là, j'ai un regard un peu critique là-dessus, mais c'est indispensable, encore une fois, parce que sans diagnostic posé, on ne peut pas avancer, on ne peut pas aller au-delà. Les limites de cette formation, c'est que, comme je vous disais, poser le diagnostic, le nommer, mettre un traitement, c'est nécessaire. C'est pas suffisant. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'il peut y avoir des rechutes malgré un traitement équilibré. Parce que le traitement, ça ne fait pas tout. Il y a aussi l'environnement, il y a les facteurs de vie qui peuvent créer une rechute. Qu'on peut avoir des arrêts volontaires de traitement. C'est une partie de notre travail, une partie de l'éducation au traitement, que les personnes puissent arrêter leur traitement ou n'aient plus envie. Ça peut être saoulant quand on a 20 ans, qu'on se va diagnostiquer un trouble bipolaire, de dire ou d'avoir en tête je prends un traitement à vie tous les jours. On n'en a pas toujours envie. Donc il peut y avoir des arrêts de traitement, et puis aussi sur les effets secondaires. Comme tout traitement médicamenteux, ils ne sont pas dénués d'effets secondaires. Donc ce sont tout ça des facteurs d'arrêt. Enfin, il y a la question d'un certain fatalisme, c'est-à-dire de dire j'ai un trouble bipolaire, c'est foutu, je ne peux plus rien faire, etc. Ou d'une résistance à l'annonce diagnostique. Non, j'y crois pas, le psychiatre il se plante, c'est pas ça, je ne peux pas accepter ça, c'est faux, quoi. Donc tout ça, ça limite en gros cette première approche centrée sur le diagnostic et la maladie. Et limite dans tout ça, on peut presque se demander où elle est la personne, quoi. Parce qu'on parle de trouble bipolaire, on parle de traitement, on parle de maladie, on parle de biologie, de chimie et tout ça. La personne dans tout ça, elle n'existe pas. Enfin, en tout cas, elle existe peu et à mon goût, pas assez. Donc comment on fait pour changer un petit peu cette vision-là et s'orienter vers une vision orientée rétablissement ? Pour moi, le but, c'est un petit peu de placer la personne au cœur des soins, de recentrer en fait la personne dans ses soins et de placer cette personne et non pas la maladie. Le rôle du médecin, alors, ça va être de favoriser le développement de ce qu'on peut appeler les piliers du rétablissement, qui rejoignent les vecteurs dont Julie parlait tout à l'heure. Là, je vous en ai nommé que 2 qui sont un peu les premiers à identifier, que sont l'espoir et le pouvoir d'agir ou empowerment. Donc forcément, notre formation livrette, je vous l'ai dit, elle est un petit peu limitée. Heureusement, on va pouvoir la compléter en passant dans différents services, différents stages. Et c'est là en fait qu'on va découvrir le réseau soignant et non soignant, qui va nous permettre de proposer des choses aux patients. Les programmes d'éducation thérapeutique, les services spécialisés de réhabilitation psychosociale comme la maison de la réhabilitation, mais également tout ce qui est de l'ordre de la pérédance ou des associations de patients qui sont des vecteurs hyper importants pour les prises en charge et pour accompagner les patients. Je vous mets juste un petit mot sur la formation parce que au-delà des bouquins, on a aussi des cours dans notre cursus. Pour être honnête, j'ai eu besoin de me replonger dans mes cours parce que je ne me rappelais plus de ce cours-là qu'on a eu en première année sur le rétablissement. C'est-à-dire qu'on a eu une intervention dans les 6 premiers mois qui nous parlait un petit peu du rétablissement et des programmes d'éducation familiale comme Profamille. Mais clairement, c'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ça vient nous sensibiliser sur ce que c'est le rétablissement, sur le rôle des familles,
Mais dans les premières années, on ne peut pas avoir une activité suffisamment large, suffisamment ouverte à cette approche-là pour que ça se concrétise. Et effectivement, on apprend quand même beaucoup plus en stage que dans les cours ou dans les bouquins. Donc si les stages ne mettent pas en application ce qu'on peut voir ou entendre dans nos cours, comme je vous l'ai dit, je ne me rappelais plus, ça ne s'intègre pas. Donc ça rejoint ma dernière phrase, c'est-à-dire que avant de pouvoir adopter une vision orientée rétablissement, on est obligé d'avoir une certaine pratique clinique, on est obligé d'avoir une certaine aisance ou habitude dans la connaissance des symptômes, l'identification des symptômes, des maladies, avant de pouvoir penser à ça. Et ce qui explique une certaine longueur en fait dans l'internat avant de pouvoir penser et travailler de cette manière-là. Globalement, les choses qu'on peut mettre en place quand même pendant l'internat un petit peu plus tard, on a des outils. On n'est pas sans outils. La première chose, ça va être d'instaurer une relation de soins de type collaboration. C'est-à-dire qu'on va, autant que possible, se décentrer d'une vision je suis le médecin, je sais, je vous donne le diagnostic, je vous donne le traitement, et faites comme je vous dis. Non, ça c'est contre-productif au possible. Donc on va essayer d'instaurer une relation plutôt horizontale. Et moi, je vais essayer de pas mal m'attacher à informer les patients que je rencontre sur la maladie, sur les traitements. Pourquoi ? Parce que je considère que je ne vis pas ce qu'ils vivent et que les connaissances que j'ai, elles me servent, mais je pense qu'elles serviront encore mieux à la personne en face de moi de connaître sa maladie, de connaître ses éléments, de connaître comment fonctionne le traitement, les effets indésirables, etc. Certes, ça n'a pas l'efficacité d'un programme d'éducation thérapeutique, mais c'est déjà une première chose. Ensuite, prévenir ce que j'appelle l'identité maladie, qu'on a déjà évoqué. Pour la faire courte, l'identité maladie, c'est dire « je suis bipolaire ». Ou alors son pendant soignant, parce qu'on le fait aussi, c'est un bipolaire, c'est une bipolaire. Ça paraît une phrase qui est tout à fait anodine, mais en fait, elle vient mixer l'identité et la maladie. C'est-à-dire que au lieu de dire, par exemple, je suis Alaric et j'ai telle ou telle maladie, ce qui différencie bien mon identité d'un événement de ma vie, on va confondre les deux. Là où ça se rapproche de l'autostigmatisation, c'est que si je suis bipolaire, alors je suis aussi toutes les représentations que la société a sur cette maladie. Et comme le disait le Dr Payard tout à l'heure, les représentations, elles ne sont pas toujours exactes, ou elles sont parfois empreintes de clichés. Donc ça participe à l'autostigmatisation. Enfin, alimenter l'espoir, ça très concrètement, c'est pouvoir expliquer aux personnes que je rencontre que avec un trouble bipolaire ou autre maladie, eh ben, on peut quand même poursuivre ses études, on peut poursuivre son insertion professionnelle ou ses souhaits d'insertion familiale, relationnelle. C'est quelque chose qui, à petite échelle, permet en tout cas un peu de nourrir l'espoir. C'est bien beau, mais globalement, dans tout ça, en étant un peu seul et avec peu d'expérience, on se sent vite démuni. Les objectifs à terme, ça reste quand même, je vais passer assez vite là-dessus, parce que Dr Payard l'a pas mal expliqué, ça reste de décentrer la personne de sa maladie, de pouvoir l'aider à inscrire cet événement de santé, cet événement de vie dans son histoire personnelle et donc à éviter que ça devienne son identité. Et puis l'aider à réinvestir les projets scolaires, professionnels, familiaux. Comme je vous le disais en introduction, nous, nos stages, ils durent que 6 mois. C'est extrêmement compliqué, en tout cas, dans cette période-là, de pouvoir mener ces accompagnements, ces projets à terme. On va arriver un petit peu sur le thème, la place des proches. Pour ça, j'ai voulu commencer par vous expliquer un tout petit peu ce qui se passe dans notre cursus. Pendant notre internat, on va passer dans les stages de psychiatrie adulte et de psychopsychiatrie. Les deux, c'est obligatoire. Et on a un fonctionnement qui est très différent. C'est-à-dire qu'en pédopsychiatrie, la rencontre du parent, ou alors de la famille d'accueil, ou du tuteur légal, elle est obligatoire en fait. On ne rencontre pas l'enfant ou l'adolescent sans jamais rencontrer la famille. Après, on peut avoir des séances individuelles, ça arrive, mais on rencontre forcément la famille et à plusieurs reprises. Là où en psychiatrie adulte, c'est pas systématique. Ça arrive, on le fait, mais c'est clairement pas systématique. Et enfin, on peut aussi avoir accès, en tout cas dans notre internat, à des dispositifs spécifiques de psychoéducation des familles, notamment pour famille. Là où c'est un petit peu complexe et où la question se pose vraiment, c'est quand on est dans le cas de jeunes majeurs. Parce que entre 17 ans, 11 mois et 18 ans, 1 mois, quand le jeune il vit toujours chez ses parents, il est toujours en études, il n'y a strictement rien qu'à changer entre les deux, sauf la majorité. On passe de la pédopsie à la psychiatrie adulte, on passe de la rencontre des parents à une rencontre qui est totalement incertaine et non systématique, alors qu'au final, la situation environnementale, elle est quasiment la même. Donc ça, en fait, ça pose question. Et pourtant, on peut, malgré le fait que ce soit peu fait en psychiatrie adulte, on peut envisager pas mal de bénéfices à l'intervention des proches dans le parcours de soins.
parce que déjà, ils ont un rôle d'aidant en fait. Ils sont déjà dans le parcours de soins, ils sont déjà dans les soins de leurs proches, parce qu'ils vivent avec eux. C'est souvent les aidants principaux qui vont venir soutenir la personne malade. Ils vont être présents, quoi. Donc, qu'on le veuille ou non, c'est un peu bizarre à dire, ils sont déjà présents dans le parcours de soins, donc c'est important de pouvoir essayer de les impliquer peut-être un peu plus ou de s'intéresser un peu plus à leur position. Ensuite, parce que ce seront souvent les premières personnes ressources vers lesquelles la personne malade va se tourner quand elle va aller moins bien. Enfin, parce que apporter une meilleure compréhension de la maladie, une meilleure connaissance de la maladie aux proches, parfois ça peut tout simplement éviter des conflits, des quiproquos. C'est ce qu'on appelle globalement l'éducation des familles. Enfin, ça peut être aussi une vigilance que peuvent avoir les familles vis-à-vis des personnes. Je lui parlais tout à l'heure de non pas surveiller, mais veiller sur la personne, et c'est exactement de ça qu'il peut s'agir, parce qu'on sait que dans les troubles psychiques, parfois il y a une difficulté de reconnaissance, une difficulté de connaissance de ses états propres, et ça peut être effectivement les proches qui peuvent venir pointer « Ah, là j'ai l'impression que tu vas moins bien » ou « Voilà, ton sommeil, ça va pas, peut-être qu'il se passe quelque chose ». Je vous ai mis 3 petits points, parce que les bénéfices, ma liste elle n'est pas exhaustive, il y en a clairement plein d'autres qu'on pourrait envisager. À partir de là, je vais commencer à limiter un petit peu le côté sachant et plutôt poser des questions ou des pistes, parce que l'idée aussi c'est de pouvoir essayer un petit peu d'échanger, de discuter et d'avoir vos retours là-dessus. Moi, mes questions par rapport à la formation que j'ai, c'est que normalement j'aimerais bien avoir davantage de formation sur l'entretien médical avec les familles. J'ai pas dit tout à l'heure, mais je suis en 4e année d'internat, ce qui veut dire que je suis quasiment à la fin de mon cursus. Vraiment quasiment à la fin. Et cette formation sur l'entretien médical, je l'ai peu eue. Les quelques fois où je l'ai eue, c'était en stage, quand je suis avec des praticiens qui ont cette habitude-là de fonctionner, de rencontrer les familles. Mais comme je vous l'ai dit un tout petit peu plus tôt, c'est pas systématique. Ensuite, une des idées, une des pistes, pourrait être, en tout cas en psychiatrie adulte, de systématiser une, voire des rencontres avec les proches. Ça, c'est sous couvert de l'accord du patient. Parce que c'est toujours le patient qui va pouvoir décider de qui va informer de ses soins. Je vais y revenir tout à l'heure. Et enfin, je vous le redis là, mais je l'ai évoqué juste avant, pour le cas des jeunes majeurs, est-ce que ça ne pourrait pas être intéressant d'adopter un fonctionnement similaire à la pédopsychiatrie, avec des rencontres beaucoup plus fréquentes avec les parents, beaucoup plus organisées, mais toujours, encore une fois, sous couvert de l'accord du patient. Et une petite dernière diapo sur les moteurs, les choses qui peuvent nous motiver ou être importants pour prendre en compte les proches et les inclure dans les soins, mais également les freins, parce que ça va souvent de pair. On sait que les proches, ils émettent le souhait souvent d'être informés sur le diagnostic, sur la maladie, sur le traitement, sur la prise en charge, et qui sont de base impliqués dans le parcours de soins et qui ont envie de l'être. Donc ça nous invite en tout cas à les associer. On sait aussi que ça peut, le fait d'avoir une maladie dans son entourage, enfin quelqu'un qui a une maladie dans son entourage, excusez-moi, ça va forcément nécessairement créer une souffrance chez les proches. Ensuite, les bénéfices envisageables de l'implication des proches, je vous l'ai détaillé quelques diapos avant. Et on sait qu'ils sont, les proches sont souvent, en tout cas on l'espère, mais l'exemple de Julie prouve aussi le contraire, ils sont souvent soutien, ils peuvent servir de soutien à différentes étapes du rétablissement. Les freins, il y en a quelques-uns. Le premier, en psychiatrie adulte, c'est le secret médical. Parce que quand la personne est majeure, elle devient seule décisionnaire, et j'insiste bien sur le seul décisionnaire des diffusions des informations sur sa santé. Donc c'est vrai qu'effectivement, on va avoir, par exemple, je vais vous parler des unités de crise, quand les personnes sont hospitalisées sous contrainte, par exemple, on va pouvoir avoir les familles qui vont appeler, qui vont demander des informations sur la personne. Là, effectivement, très vite, elles vont se heurter à ce secret médical, c'est-à-dire que la personne, à ce moment-là, elle est difficilement en état de pouvoir donner son consentement sur la diffusion ou non de ces informations de santé, et on va peu pouvoir répondre. Donc c'est une situation qui est complexe pour tout le monde. Premièrement pour le proche qui appelle, parce que forcément il s'inquiète pour la personne qui est malade, qui est hospitalisée, il ne peut pas avoir d'informations claires sur ce qui se passe, donc c'est une situation qui n'est pas bonne. Mais pour le soignant aussi, parce qu'on peut entendre que la personne, on peut entendre l'inquiétude de la personne, on peut entendre l'importance qu'elle aurait à venir accompagner son proche qui est hospitalisé, et effectivement sans l'accord de la personne hospitalisée, on ne peut pas. On n'a vraiment pas le droit en fait de faire ça. Donc là, c'est vraiment de l'ordre du questionnement, mais il y a des choses à penser sur comment on peut organiser les choses en amont, avant les périodes de crise, pour pouvoir organiser ce lien avec la famille. Là, on a un début de réponse qui commence à se faire en psychiatrie avec les... Merci, cherchez le mot actuel, les mesures d'anticipation en psychiatrie, qui sont en fait
en fait des directives que la personne va rédiger, qui font loi en fait, qui font foi devant la loi, et dans laquelle il va pouvoir dire ok, s'il m'arrive quelque chose que je ne suis pas en mesure de donner mon consentement, je suis d'accord pour qu'on donne les informations à un tel pour pouvoir prendre des décisions à ma place ou m'accompagner. Donc là, c'est un début de réponse. Ensuite, dans les freins, on peut aussi nommer la résistance des proches contre son diagnostic. Je reviens sur l'exemple de Julie qui marche très bien là-dessus. Ou à la psychiatrie même, de manière générale. La psychiatrie, c'est une spécialité qui est médicale, qui n'est pas toujours connue comme elle le devrait, avec beaucoup d'images, beaucoup de représentations. Et là, pour le coup, la pop culture ne nous aide pas des masses. Certains sont plutôt corrects, d'autres ne le sont pas du tout. En tout cas, dans les films, dans les médias. Donc ça peut forcément créer des résistances, créer des freins à aller vers les psychiatres, les soins psychiatriques et à travailler de concert. Enfin, dernièrement, la stigmatisation. Là, pareil, je reviens sur la pop culture, effectivement, parce que c'est ce qui est le plus vecteur d'images négatives, souvent sur les troubles psychiques, même s'il y a des initiatives qui les déstigmatisent, qui tendent à les déstigmatiser de plus en plus, donc ce qui sont des expériences tout à fait intéressantes. J'arrive au terme de ma présentation. Le but aussi de cette table ronde, je pense que c'est que vous puissiez intervenir, poser des questions, émettre vos idées, vos avis. J'ai volontairement essayé de faire une fin de diaporama plutôt ouverte, plutôt à poser des questions, à poser justement à montrer un petit peu les moteurs, les freins pour inclure les proches dans les parcours de rétablissement. Donc je pense que maintenant c'est plutôt à vous. Ouais, si c'est le temps des questions. Alors j'ai juste un petit message. On va avoir, allez, combien ? Une demi-heure quand même ? Ouais, une demi-heure. 10h30, c'est 10h30. Je voulais juste rajouter un petit truc sur les hospitalisations et les aidants, l'information qu'ils peuvent avoir. Il faut savoir aussi que des fois, les aidants sont écartés pas parce que le patient l'a demandé, pas parce que c'est le secret médical, mais aussi pour éviter les stimuli. C'est-à-dire quand une personne est hospitalisée, surtout dans des unités fermées ou des choses comme ça, la couper des stimuli, ça lui permet de se contenir. Elle n'en a pas forcément conscience. Donc, si elle peut éviter d'avoir son téléphone, d'être en contact avec la famille, on peut trouver ça choquant pour les proches, mais parfois, c'est réfléchi. Voilà, c'était juste pour ajouter ça. Donc, effectivement, les questions, il y a un micro qui va circuler. On a 20 minutes. Témoignages, questions, précisions. La parole est à la salle. Bon, merci, madame. Bonsoir. J'ai une question par rapport à justement la psychoéducation des familles. Donc il y a le programme Pro-Famille qui existe. Est-ce qu'il y a d'autres programmes qui existent parce que Pro-Famille, du coup, c'est dédié aux familles à la schizophrénie. Oui, voilà, à la schizophrénie. Est-ce qu'il y a d'autres programmes? Oui, alors dans le champ des premiers épisodes psychotiques, premier épisode psychotique n'annonce pas forcément, par exemple, l'entrée dans la schizophrénie. Et on peut faire un premier épisode psychotique, par exemple, inaugural d'une entrée dans la psychose, d'une manie délirante. Il y a un outil qui s'appelle l'ETPEP, qui est un outil de psychoéducation individuelle, c'est-à-dire qu'on rencontre le jeune et sa famille. Et avec des interactions et des échanges sur les représentations, sur le niveau d'information de chacun. Il y a un autre outil qui s'appelle Léo, où je crois qu'on n'est pas centré sur un diagnostic, qui est plus court que Pro-Famille et qui permet aussi de travailler sur la gestion émotionnelle, les enjeux communicationnels, etc. Et il me semble que c'est... Alors voilà, j'ai une collègue qui devait se renseigner et peut-être qu'on va finir par avoir cette formation sur Poitiers. En ce qui concerne les troubles bipolaires, excuse-moi Christelle, Pro-Famille n'a pas pu être fait pour les troubles bipolaires parce que ça représente un travail énorme. Mais du coup, il y a un programme qui s'appelle Bref. Voilà. Et du coup, on est en voie pour enfin, ça traîne un peu, mais le proposer pour les aidants et les familles des personnes qui souffrent de troubles bipolaires. Alors, et donc, ça sera en lien avec l'ETP. Il est proposé à voilà. Châtellerault.
en fait. Il est proposé. Oui, Non, bah voilà, mais voilà. il y a un échange. Moi, je travaille à la maison de la réhabilitation à 80%, et puis j'ai une journée par semaine sur l'hôpital de jour de Châtellerault, et quasiment l'ensemble de l'équipe infirmière de Châtellerault est formée. Donc c'est sûr qu'après, vous savez, en psychiatrie, c'est sectorisé en fonction de là où vous vivez. Vous dépendez de tel ou tel CMP. Bon, c'est comme ça. Mais voilà, les collègues sont en train de co-former d'autres collègues, d'autant que, bref, alors nous, on l'a développé à l'hôpital de jour, mais c'est de mon point de vue, pas forcément le meilleur endroit. Je pense que, bref, il faudrait qu'il soit proposé en hospitalisation, parce que c'est voilà, ou en CMP, c'est-à-dire au moment de la première rencontre avec la psychiatrie. C'est un outil, 3 séances, c'est des petites cartes, donc un peu dans l'esprit photolangage, et qui vise à interroger, déjà donner un niveau de connaissance suffisant aux familles pour comprendre un peu voilà, comment se repérer dans cette usine à gaz que peut parfois être l'organisation en psychiatrie, l'organisation des soins. Et puis on travaille sur les représentations justement et du trouble sans qu'il y ait forcément de diagnostic de poser. On s'en fiche un peu du diagnostic, c'est plutôt de poser la question de comment je me représente le trouble et comment je me représente le soin en psychiatrie. Et normalement, si on veut bien faire les choses, il faut que les personnes les professionnels qui rencontrent les familles dans le cadre de Bref ne soient pas les professionnels qui rencontrent le patient. Voilà. Pour bien faire, ouais, du coup. Mais du coup, actuellement, c'est vrai que sur l'éducation thérapeutique bipolaire, il n'y a qu'une séance où on propose aux proches de venir pour rencontrer l'association et les professionnels. Par contre, sur l'association Argos, jusqu'à présent, on faisait des réunions d'information qui sont en fait de la psychoéducation qui est ouverte aux familles. Là, on a restreint le nombre de réunions d'information, mais vous pouvez toujours contacter sur la messagerie Argos, poser des questions, et ensemble, il y a des proches qui vont répondre. Enfin, voilà, ça peut créer quelque chose. Et sinon, il y a l'association UNAFAM qui fait de la psychoéducation, mais de façon différente, avec aussi... alors là, pour le coup, c'est que les familles. Voilà. Nous, c'est vrai qu'on préfère un peu les deux ensemble, mais voilà. Mais c'est vrai qu'ils ont une grosse activité sur Poitiers et c'est intéressant aussi de pouvoir les rencontrer. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Merci. Bonsoir, moi j'aurais une question. Dans tout ce qui a été évoqué ce soir, on n'a pratiquement pas parlé de psychothérapie. Et un ou une psychothérapeute, ça peut être une personne ressource qui peut être toujours la même pendant longtemps et qui peut beaucoup aider la personne justement dans ses liens familiaux, être capable d'identifier quels sont les générateurs d'émotions fortes, des choses comme ça. Enfin, est-ce que vous pourriez en parler si vous êtes lié avec ces pratiques-là ? C'est essentiel même. Alors, Julie, dans son témoignage, a abordé son long parcours en thérapie cognitive et comportementale, qui est une psychothérapie. Après, vous avez différents champs, différents modèles en fait de soins psychothérapeutiques. La psychanalyse, la psychodynamie, la systémie est une psychothérapie, une thérapie familiale. Je vous disais, sur la maison de la réhabilitation, nous, on a moi je suis très, très attachée au fait que les guerres de clochers, très peu pour moi. L'humain est suffisamment compliqué pour qu'on puisse envisager toutes sortes d'approches qui répondent aux besoins singuliers de chaque personne. Donc, on a une équipe mixte avec une psychologue d'orientation analytique qui travaille conjointement avec une neuropsychologue, donc plutôt d'orientation TCC et avec des outils très, très standardisés. On a des collègues qui ont des approches psychocorporelles, la méditation pleine conscience, la relaxation, qui travaillent aussi avec des collègues qui vont avoir une approche plus TCC sur la gestion du stress ou la gestion de certains symptômes. Julie disait très justement, c'est un parcours aussi que de rencontrer le bon psychiatre ou le bon psychologue. C'est pas tant le bon, mais c'est le bon pour soi. C'est-à-dire que c'est une rencontre. C'est un lien de confiance, c'est une collaboration. Et donc, c'est important de pouvoir, je ne peux pas dire tester, mais de pouvoir tenter différentes approches. Et si j'accroche pas avec l'approche TCC, peut-être que je vais accrocher plus facilement avec une autre approche. Donc oui, non, essentiel.
C'est vrai que c'était dans toutes mes offres de soins, là, il y avait à un moment donné psychothérapie. Merci. Mais pour les plus de 35 ans, alors comment ils peuvent C'est faire? fini. Non, mais vous avez. Alors, sur Poitiers, au niveau de la réhabilitation psychosociale, vous avez d'autres dispositifs. Je vous disais, il y a un hôpital de jour qui s'appelle le Créative, qui est un hôpital de jour pour adultes jusqu'à 65 ans. Voilà, vous avez d'autres Philae, qui est un dispositif d'accompagnement, donc de réhabilitation par le logement, donc avec toutes sortes de dispositifs de logement accompagné, où là aussi on est sur voilà, pour adultes jusqu'à 65 ans. Après on travaille, on est plutôt sur la gérontopsychiatrie à partir de 75 ans pour l'hospitalisation. Ils étaient à 70, maintenant ils sont à 75. Mais on travaille aussi la réhabilitation, c'est-à-dire envisager un nouvel environnement et un nouveau moment de sa vie. Je voulais reparler moi de psychothérapie parce que justement, j'ai pas encore 75 ans, mais pas loin. Et quand j'ai commencé à avoir des troubles, il n'y a pas grand-chose de possible. Enfin, à Poitiers, en tout cas, on proposait pas grand-chose. Et moi, j'ai commencé avec les traitements antidépresseurs de médecins généralistes. Et je suis allé voir un psychothérapeute. Et ça a duré 8 ans. De temps en temps, il y avait des ruptures. Il fallait que j'aille à l'hôpital. Bon, ça débordait. Mais ça a duré 8 ans. Et quand j'ai terminé la psychothérapie, j'avais toujours pas de diagnostic. Mais j'étais sous lithium. J'étais à peu près rétabli. Je travaillais. Et je suis allé voir ce psychothérapeute qui était aussi psychiatre jusqu'à sa retraite en consultation pour mes médicaments et quand il y avait un peu pas, quoi. Je veux dire, il fallait bien s'en sortir d'une façon ou d'une autre. Et je trouve que c'était pas une mauvaise solution quand même, parce qu'on prenait son rendez-vous, on était sûr. C'est ça. Mais la psychothérapie, moi j'ai tendance à dire aux personnes que je vois ou que j'accompagne que voilà, il y a le soin psychiatrie, mais la psychothérapie, c'est déjà une première porte d'entrée, parce que on n'a pas tous cet élan de se dire je vais aller voir un psychiatre. Non, on commence généralement par un psychologue, psychothérapeute, voilà, et que les deux sont complémentaires complètement. C'est-à-dire que ce que le psychothérapeute apporte, c'est pas ce que le psychiatre va apporter aussi. Enfin, voilà, il y a des choses qui peuvent se rejoindre, mais les deux sont complémentaires. Est-ce qu'il reste une dernière question? Bonsoir. Moi, j'avais une question concernant en fait, du coup, les enfants de parents atteints de troubles mentaux, parce qu'on a parlé du coup pour apprendre la psychoéducation pour les parents, pour les fratries, mais qu'est-ce qu'il en est du coup des enfants? Quelle place on donne aux enfants? Alors pour le coup, je vais me décaler un peu de la maison de la réhabilitation parce que on a finalement des jeunes qui sont passés par la maison de la réhabilitation et qui sont devenus parents, qui sont aujourd'hui parents, mais le petit est tout petit. Pour autant, c'est un travail d'accompagnement qu'on a fait aussi avec tous les dispositifs de périnatalité, etc., et travailler sur les enjeux de stigmatisation, parce que ces deux anciens usagers qui ont eu un enfant ont très vite eu conscience des jugements un peu rapides dont ils pouvaient faire l'objet parce que voilà, je souffre de maladies psychiques un peu sévères, je sors de la maison de la réhabilitation et je vais devenir parent. Voilà, leur grande crainte, c'était qu'on leur retire l'enfant, très clairement. Donc là, nous, on a fait un lien avec les services de périnatalité, avec la PMI, avec le suivi SAVS, etc. Tous les acteurs se sont mis autour de la situation pour les aider à accéder à cette parentalité le plus sereinement possible. Et ça roule. Et après, sinon, sur certaines situations, alors soit on collabore avec la pédopsychiatrie si on repère, si on prend en charge des parents qui ont des enfants et qui ont des inquiétudes pour leurs enfants, on a ce lien-là avec des évaluations croisées en fait des situations et ensuite de partage des évaluations et de l'organisation des soins. Et puis après, si je suis un parent souffrant d'un trouble psychique avec un
un enfant et que mon enfant a besoin de comprendre ce qui arrive, pourquoi maman est parfois hospitalisée, etc. Dans un lieu adapté, moi, il m'est arrivé d'avoir rencontré des petits. J'ai le souvenir d'un petit garçon de 6 ans que j'avais rencontré, qui avait des questions à poser. Il y a des outils, des BD, des choses comme ça qui sont plutôt adaptés, qui peuvent servir aussi à médiation pour donner de l'information. Après, par contre, ça n'est pas ultra courant d'associer les enfants, mais voilà, c'est en fonction du besoin qui est repéré et ça se travaille avec la famille. Mais dans un lieu non stigmatisant, pas à l'hôpital, très clairement. Voilà un peu les différentes dimensions, les différentes approches qu'on peut avoir vis-à-vis des enfants de parents souffrant d'un trouble psychique. Merci. Merci. Allez, la dernière. Oui, bonsoir. J'aurais juste voulu savoir, quand on sent qu'on a un trouble et qu'on ne trouve pas de psychiatre, comment faire? Alors, je ne suis pas venue avec ma baguette magique ce soir. C'est une vraie difficulté, hein, on le sait. Vous voyez, j'ai en discuté cet après-midi avec une collègue en disant ces derniers temps, vous n'imaginez pas le nombre d'amis qui m'ont appelé pour me dire voilà, ma fille, mon fils, est-ce qu'on a une difficulté, a besoin de rencontrer un psychiatre, mais on n'en trouve pas, ou dans des délais complètement dingues, comment on fait? Alors, en libéral, c'est plus que saturé. Le public, on a cet engagement de répondre à toutes les demandes, mais effectivement dans des délais qui sont de plus en plus importants. Alors on a des organisations aujourd'hui sur les CMP où on a un accueil non programmé. C'est-à-dire que si vous êtes en situation pas d'urgence, mais d'avoir besoin d'une réponse relativement rapide sur un trouble un peu plus aigu, vous pouvez être évalué dans la journée par une infirmière. C'est comme ça qu'on fonctionne en psychiatrie publique, avec une évaluation infirmière, puis si c'est nécessaire, d'avoir une évaluation complémentaire par un psychiatre. Donc voilà, sur une permanence de 9h-19h, vous pouvez avoir cette évaluation. Dans les situations de crise, c'est-à-dire d'urgence psychique, il y a aussi les urgences. Et avec aujourd'hui une régulation au niveau de la régulation du SAMU, une régulation psychiatrique qui se met en place. C'est-à-dire que quand vous appellerez le 15 pour un problème psychiatrique, on vous orientera vers un dispositif qui s'appelle le service d'accès aux soins, je crois, le SAS. Et il y aura une évaluation téléphonique par une infirmière psychiatrique complétée éventuellement par une évaluation médicale qui ensuite réorientera ou vous donnera la conduite à tenir. Venez aux urgences. Aux urgences, il y a de façon permanente sur Poitiers, pas sur Châtellerault, c'est sur des horaires plus resserrés, mais sur Poitiers, vous avez une présence infirmière psychiatrique qui peut vous permettre d'être aussi évalué. Voilà, après... Merci. Voilà, c'est les pistes qu'on peut. C'est compliqué parce qu'il faut aussi avoir un lien important avec le professionnel pour que ce soit positif, quoi, en fait. Oui. Oui. Après, voilà, là, je vous donne des solutions un peu de non programmées d'urgence. Voilà. Après, c'est comment on rentre dans le circuit des soins et dans l'engagement du soin durable. Oui. Merci. Merci d'être venu en tout cas. Et puis au 30 mars 2024, j'ai pas encore le thème, mais voilà. Bonne soirée.